Bleu, toutes les infos sur francebleu.fr. 19h-20h, en direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord, toute l'actualité foot. Christian Palka, Maxime Lictefoot. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et les Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et de France Bleu Nord. Au sommaire ce soir de Tribune Nord, le match nul très heureux de Lille face à Reims et les qualifications pour les 32e de finale de la Coupe de France de Lens, Valenciennes, Croix et Gravelines. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Tribune Nord, une émission co-animée par votre serviteur, c'est moi, et par vous, Maxime Lictefoot de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Les intervenants qui seront avec nous autour de la table ce soir pour l'émission, comme chaque lundi, Jean-Marc Devray de France 3. Bonsoir. Benoît de Quevauvillers, Médiacité et France Bleu Nord également. Bonsoir. Tony Giacinto, qu'on ne présente presque plus, ancien joueur du LOSC et ancien directeur sportif. Bonsoir à tous les footeux. Et puis Cédric Van Goten, agent de joueur. Bonsoir. Le programme de ce soir, Christian. Alors, ce soir, on commence avec Lille qui frôle la correctionnelle et qui peut dire merci à monsieur Willy Jod, l'arbitre. Et ensuite, on enchaînera avec Lens et Valenciennes. Mais aussi la Coupe de France, ça va être un peu, voilà, parce que Lens et Valenciennes ont fait la Coupe de France. Mais il y a aussi d'autres clubs, Croix et puis Gravelines. Et on finira avec la Coupe de France. Voilà, mon cher Maxime. Vous nous écoutez peut-être à la radio, mais Tribune Nord, c'est aussi l'interactivité. Vous connaissez le fonctionnement sur les pages Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et de France Bleu Nord. Vous nous laissez vos commentaires, vos questions, vos critiques, vos remarques. Et puis on fait le maximum pour les relayer à l'antenne et alimenter les débats. Mais avant toute chose, les cartons. Tribune Nord, les cartons. Les cartons de la semaine, comme d'habitude, bleu ou rouge, selon que ce soit un coup de cœur ou un coup de gueule. Donnez-nous d'ailleurs sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous donner vos cartons à vous, chers internautes. Autour de la table, qui veut commencer? Christian, commence avec vous. Je commence. Alors, moi j'ai donné un carton bleu, je vais expliquer qui c'est le monsieur. Jean-François Soleri, c'est le rédacteur en chef adjoint de la Voix des Sports, un des rédacteurs en chef adjoint de la Voix des Sports, qui fait un édito tous les lundis, et là qui s'est attaqué au PS, pas au PSE, il a expliqué ce que c'était que le PSE, et il a expliqué aussi la réaction, pas de réaction en réalité, des supporters lensois face pour le personnel administratif qui va être licencié, on va en parler tout à l'heure, 36 normalement, qui va être licencié. Voilà, il a expliqué ça, puis il a fait tes causes pour le personnel un petit peu, quoi. Dans son édito, j'ai lu ça comme ça, j'ai trouvé que c'était bien. Le message est passé, on n'hésite pas à réagir sur les réseaux sociaux, les supporters lensois. Jean-Marc Devray, votre carton cette semaine. Alors ce sera aussi un carton bleu, cette fois au VAFC, tout simplement parce que le club a laissé sa part de recettes après sa qualification en Coupe de France au club de Thaon dans les Vosges. Donc c'est de recettes intéressantes pour un petit club amateur. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Et donc le geste est très élégant, surtout venant d'un club comme Valenciennes qui a lui-même quelques problèmes financiers. Oui, tout à fait. Cédric, votre carton cette semaine. Un carton bleu pour Gravelines et surtout pour Croix, qui ont fait de bonnes performances en Coupe de France, parce qu'aller gagner, même si au pénalty à Boulogne, pour Croix, il fallait le faire. Il y avait une division d'écart et c'était là-bas à Boulogne. Et puis c'est peut-être pour ça. Et pour des clubs avec si peu de moyens, c'est une grosse bouffée d'oxygène la Coupe de France. Et l'ambiance qu'il y avait, c'est extraordinaire. Tony Giacinto, peut-être un carton rouge ou on continue la lignée de carton bleu? Ma couleur préférée, c'est le bleu. Eh ben, allez-y. Donc, carton bleu pour le président de l'Iris Club de Croix, que je connais depuis Patrice Venance. 30 ans peut-être. Ouais. Je l'ai connu comme joueur à l'Iris. Je l'ai connu comme entraîneur avec Strassel, qui est parti après à Wascal. Et là, après, il s'est écarté de l'Iris pour des raisons professionnelles. Il est revenu. Puis il a repris le club. Il met une ambiance formidable. Non, et puis il met pas que l'ambiance. Oui, c'est un vrai. Et puis il a su, comment dirais-je, faire venir au sein du club des gens intéressants dans des partenaires. Il a beaucoup de mérite parce que Croix n'est pas une ville de football. Donc il a du mérite à vouloir faire quelque chose de très grand à Croix. Ce qu'il a déjà fait, c'est formidable. Et un petit coucou aussi à Jason Boutoil, en tant qu'entraîneur de Gravelines qualifié. Alors déjà, oui, mais c'est des petits cartons. Pour Jason, en tant qu'ancien-lociste, je le félicite d'avoir qualifié Gravelines. Benoît de Quevauvillers, vos cartons. Ouais, un carton bleu, vos cartons si vous voulez. Allez-y. Un carton bleu pour il y a que des bleus, il n'y a pas eu d'autres. Un carton bleu pour le CS Avion, qui a été éliminé malheureusement au 8e tour de la Coupe de France par le Red Star de notre ami Farouk.
Hadzibejic. Qui voudra embrasser. Voilà, moi j'aime beaucoup le club d'Avion parce que c'est un club qui, il me semble, est toujours en Coupe de France. Et parce que vous êtes de là-bas. On se souvient d'un Avion PSG mémorable. Il y a quelques années, il y a longtemps déjà, quelques décennies. Et là encore, les Avionnais avec une équipe très jeune, ils sont en R1, c'est une équipe, la moyenne d'âge est très très basse. Il y a quelques vieux briscards. Malheureusement, il leur manquait Després, l'attaquant qui lui, le buteur, un super joueur qui lui est très expérimenté. Par contre, le carton bleu va aussi à Grégory Crombé, le gardien de but, 41 ans. Toujours super, voilà, il a fait un excellent match. Et puis, pour ne rien vous cacher, je suis allé boire un petit verre dans un bistrot de Lens après, avec modération, où j'ai croisé les joueurs du CS Avion quelques heures après leur match. Ils étaient heureux, contents, déconneurs, sympas, tous ensemble. Voilà le foot tel qu'on l'apprécie et qu'on l'aime. Bravo Avion. Et un hommage à Monsieur Robitaille, l'ancien maire d'Avion, qui a tout fait pour le club d'Avion. Et moi, je donne 2 cartons rouges à vous, Tony Giacinto, et à vous, Benoît, parce que vous m'avez débordé. Allez, un tout petit mot pour dire que sur les réseaux sociaux, on est aussi de bonne humeur, puisqu'il y a des cartons bleus, notamment un carton bleu de Jérôme pour Philippe Montagnier, on en reparlera, qui a intelligemment fait tourner. Un carton rouge de la part Anthony, qui dit que voilà, l'arbitre du match entre Lille et Reims a donné un penalty imaginaire sans même aller voir le VAR. On en parlera tout à l'heure. Mon carton, on va faire aller relativement rapide, c'est le choix du cœur, même si c'est un peu loin de nous à l'international. Un carton bleu pour l'entraîneur argentin de River Plate, qui connaît bien la Ligue 1 et qu'on attend en Ligue 1. Marcelo Gallardo, ancien joueur de Monaco et ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a mené hier soir River Plate sur le toit du foot sud-américain, puisqu'il a remporté une 2e Copa Libertadores en 3 ans. La Copa Libertadores, c'est l'équivalent de la Ligue des champions d'Amérique du Sud. J'ai l'impression que vous allez tous les week-ends, vous allez là-bas, vous. Eh ben non, mais après c'est le dernier week-end. Et c'est voilà, la finale retour avait été décalée. Elle s'est jouée à Madrid. Elle a même pas pu se jouer à Buenos Aires à cause des heurts qui avaient eu des problèmes. Que le quart de Boca Juniors avait été caillassé. J'en parle aussi parce que Marcelo Gallardo avait été annoncé à Monaco et il l'a décliné pour remplacer Leonardo Jardim. Mais voilà, c'est un entraîneur qui est plutôt suivi par les présidents des clubs de Ligue 1. Son président veut le garder. Il est en contrat jusque fin 2021. En tout cas, une affaire à suivre. Tribune, LOSC, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Alors, la première thématique, c'est Lens, c'est Lille chanceux. À 30 secondes près, ce match était perdu et c'est un pénalty heureux qui remet les 2 équipes à égalité. On parle de ça, mais avant, il y a des statistiques sur Lille. Ouais, Lille qui est un peu beaucoup, on pourrait dire, en difficulté ces derniers temps, notamment à domicile. 3e match nul consécutif pour le LOSC, qui certes, avec ce résultat, reste invaincu à domicile, mais ça fait quand même 3 matchs nuls à la suite. Et puis surtout, des matchs nuls qui, dans le contenu, sont peut-être un peu décroissants. On a eu un 0-0 face à Strasbourg, avec un gardien strasbourgeois qui avait été assez monumental. Un 2-2 face à Lyon, avec certes de l'efficacité, mais avec un match qui avait été extrêmement subi par les joueurs lillois. Et puis là, un match nul un partout contre Reims, où tactiquement ils ont été mis plus qu'en difficulté par les Rémois pendant une bonne partie du match. Donc voilà, Lille fait un peu du surplace. Ils ont remporté un seul de leurs 6 derniers matchs en championnat. Derrière, beaucoup d'équipes n'ont pas joué parce que les matchs ont été reportés, ou beaucoup d'équipes n'ont pas gagné. Donc Lille reste cependant dauphin du PSG. Alors, les 3 matchs, vous avez parlé des 3 matchs nuls, les restants, Strasbourg, Lyon, ils n'ont pas la même, vous êtes d'accord avec moi, qu'ils n'ont pas la même valeur, pour ceux qui ont vu les 3 matchs. Bravo, Christian Palka. Ils n'ont pas la même valeur. Mais c'est bien, que vous distinguiez des sortes de victoires et des sortes de défaites. Je vous félicite. C'est la première fois. Je vous rappelle qu'hier, j'ai été à la conférence de presse, et que j'ai d'ailleurs interrogé Christophe Galtier sur ce qu'avait dit avant lui David Guillon. D'abord, les deux, ils se connaissaient bien, ils ont joué ensemble à Lille, vous vous en rappelez, vous, Tony? Certainement. Et voilà, il y a Reims a vraiment mis une stratégie pour empêcher Lille de jouer. Non, vous n'êtes pas d'accord, Tony? C'est une stratégie qu'ils emploient tous les matchs, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la meilleure défense. Mais la même à Marseille, c'était la même? Oui, partout. Oui. Le fait, c'est que une stratégie, pour employer ton terme, elle peut changer si tu prends un but dans les premières minutes. Le fait que la Lille n'a pas marqué, ils terminent la mi-temps comme ça, ils ont un petit coup de sang en prenant un tir sur la barre, mais ils n'ont rien montré. Lille a été emprunté, lourd. Oui, je suis d'accord. À l'image de Fonte qui n'a pas fait un match, à chaque fois il a subi la pression du petit asiatique. Oui, mais parce que il n'a pas été rayonnant comme d'habitude. Non, mais Lille a été emprunté. Beaucoup de joueurs
était sur ce style-là. Alors, est-ce que c'est un petit coup de fatigue après le bon match, surtout le bon début de match à Montpellier? Ils ont gagné 1-0 à Montpellier dans la semaine, il faut le rappeler. Oui, C'est j'étais peut-être à un petit coup Montpellier. de fatigue après ce match de Montpellier, mais il y avait trop de joueurs qui étaient vraiment en dessous de leur rayonnement habituel. Avant de passer la parole à Cédric Van Gothem et après à Jean-Marc, moi ce que j'avais remarqué, je le dis parce que je suis pas un spécialiste comme vous, alors pour que je le remarque, c'est que ça a dû être criant, c'est les passes qui n'arrivaient pas à Lille. Techniquement, c'était faible. Non, mais ça peut être aussi que Reims est gêné. Les gênait bien, quoi. Oui. On est Dans les 40-35 derniers mètres, il y avait une grosse pression sur le porteur du ballon. Ils n'ont pas laissé jouer leur vis-à-vis, oui, effectivement. Alors, est-ce que Reims joue toujours comme ça? Oui, puisqu'ils ont la 3e défense du championnat. Donc c'est une équipe moyen. C'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts parce qu'elle est bien organisée, parce que ça coulisse bien, parce que ils ont seulement un gros problème devant. Et en plus, dans le match d'hier, manque de bol pour Lille, la sortie très rapide de Chavaria, l'entrée de... non, parce que l'entrée d'Oudin, j'ai l'impression que Reims a encore reculé à la limite d'un cran et ça bloquait, ça fermait encore plus le jeu. Mais c'est vrai que moi, j'étais au match, je me suis ennuyé. Et puis alors le décalage par rapport au match à Montpellier et même le match nul contre Lyon, mais hier, moi, je me suis ennuyé. Je vais reprendre ce que vous dites. Mon collègue Alexandre Dabran, qui commande pour Reims, il disait après le match, on a failli gagner en marquant un but alors qu'on n'a pas de buteur. Ils n'ont pas de buteur. Non. Ils n'ont pas d'attaquant, de pur attaquant. Cela dit, moi aussi je m'attendais à une équipe très défensive. C'est un petit peu ses couleurs. Hein. Mais j'étais agréablement surpris justement par l'organisation tactique du stade de Reims. Et je m'attendais à une équipe qui mette carrément le mur derrière, un peu comme l'avait fait Strasbourg. Strasbourg, ça a été un match... un attaque-défense tout le long. Là, on a vu quand même une équipe qui construisait des choses. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème d'efficacité. On a vu qu'il y avait quand même le Coréen Souk qui était quand même assez dangereux. Mais apparemment, c'était le seul attaquant de pointe qui était capable de marquer. Par contre, à aucun moment, je n'ai pensé que le LOSC pouvait gagner, vu l'organisation dans laquelle il s'était empêtré. Et il faut rappeler quand même, ils égalisent, mais enfin, c'est un pénalty plus que généreux. On va y revenir. Tony, vous voulez dire ? C'est surprenant vis-à-vis de l'équipe du LOSC, dans la qualité première, surtout en zone offensive, c'est la vitesse. C'est que la charnière centrale, très expérimentée, mais lourde, lente, on les a jamais pris en défaut. Le milieu de terrain, Romao et son acolyte, le joueur très très costaud, ça va pas vite au milieu, on les a jamais désarçonnés. Alors que la vitesse du LOSC, elle est reconnue maintenant. Oui. Et la charnière centrale... vous savez ce qu'a dit David ? Dans un mois, je peux quasiment presque jouer avec la vitesse du défenseur central, le Marocain. Vous savez ce qu'a dit David Guillon après la rencontre dans la conférence de presse. Bien entendu, il fallait faire attention aux 3 attaquants, les rapides. Mais pour lui, le vrai danger lillois vient de Tcheka et Mendes. Voilà. Et c'est sur eux qu'il a mis des bonhommes. C'est que Tcheka n'a pas été très bon. Hein. C'est lui qui s'est fait avoir sur le but muret. C'est lui qui met sur le poteau. Il a été sorti d'ailleurs. C'est une erreur importante. Et surtout les passes de Tcheka et Mendes n'arrivaient pas parce que les Rémois étaient entre les deux. La charnière centrale n'a pas été mise en défaut hier parce que on me parle encore de Léao. Bon, je veux bien, mais il est invisible, il est transparent. On dit oui, il est jeune. Mais il faut lui donner du temps de jeu contre des équipes peut-être un peu plus faibles, entre guillemets. Hier, on a vu l'absence de Rémi. C'est plus facile peut-être pour Léao d'être testé contre Reims à domicile que de devoir jouer contre Lyon, que de devoir être titulaire oui, à mais Montpellier, contre Caen, il a été transparent hormis son but. Hier, il a été transparent, il n'a pas marqué. Non, mais je ne dis pas qu'il a fait un bon match. Je dis qu'il faut peut-être lui donner du temps de jeu pour qu'il prenne confiance et qu'il prenne du rythme. Benoît, vous me faites penser au DVE. Ah bon ? Oui, parce que vous avez vu que les DVE ont fait la grève du silence. Là, je vous entends pas. Je vous laisse parler. Je vous entends pas. Camarades, mon cher. Les DVE ont fait la grève du silence. Ah bon ? Pour l'histoire de Fumigène contre Lyon. Sur le pénalty peut-être. Alors, je voudrais dire un petit mot sur Léao pour répondre à Maxime. Moi, je pense qu'on n'apprend pas. D'abord, pour l'instant, c'est pas ma tasse de thé, mais il est jeune. On va lui laisser le temps de grandir. Mais je pense qu'on apprend mieux contre des gros joueurs, des grands joueurs
que contre des plus faibles. Ouais. Donc la théorie qui consiste à dire de faire rentrer plutôt contre des équipes de deuxième zone, moi je suis pas tout à fait bien d'accord. sûr. Raphaël Varane à Madrid, il a appris énormément parce qu'il s'entraînait tous les jours Bien avec sûr, Cristiano bien sûr, Ronaldo bien et les sûr. autres. Ce que je voudrais dire, c'est que moi le sentiment que j'ai, ça fait un moment déjà que je partage cette idée, c'est qu'aujourd'hui c'est hyper compliqué de jouer à domicile. C'est sûr. Reims a été très bon à Marseille il y a 15 jours, ils ont fait 0-0, ils doivent gagner le match. Ouais. Ils font un but partout à Lille, ils doivent gagner le match. Et entre deux, ils s'inclinent à domicile contre Toulouse. Et Lille connaît un petit peu le même scénario. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas vraiment une équipe talentueuse à domicile et qu'en face c'est super bien organisé, ben c'est beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer. Et en attaquant, vous vous exposez. Et aujourd'hui, beaucoup d'équipes souffrent à domicile. Pourquoi Lille a été aussi dangereux contre Lyon ? Oui. Parce que les Lillois, naturellement, avaient abandonné le jeu aux Lyonnais. C'est Lyon qui faisait le jeu. Et alors là, les qualités de contre de Pépé, de Bamba Diconé, c'est extraordinaire. Mais quand il s'agit d'avoir la possession de balle et d'organiser le jeu, eh bien Lille, Lille est limité dans ce secteur de jeu. Et en face, Reims a parfaitement manœuvré. Ouais, mais je rappelle quand même ce qu'a dit Galtier. Bien sûr, il le reconnaît. Mais il a quand même supposé aussi qu'il y avait quand même il s'explique pas pourquoi, une petite baisse de régime chez ses attaquants, mais il sait pas Oui, pourquoi. Entre Montpellier et ils n'ont Reims, jamais il y a eu trouvé une la baisse de profondeur, régime. Christian. Ils n'ont jamais trouvé la profondeur. Parce qu'ils jouent avec un bloc plus bas en face. Oui, puis c'est vrai que Mendes et Tchekan ont eu beaucoup de mal à servir les trois devant. Pépé, qui d'habitude est d'une grosse aisance technique, là on l'a vu un petit peu cafouiller, perdre des ballons, être emprunté. Et alors là où j'ai été très surpris, où là je suis assez d'accord sur la baisse de régime, c'est qu'un garçon comme José Fonte, qui d'habitude rayonne, est hyper à l'aise, là il a quand même parfois été en grand danger. On a beaucoup Et dit là qu'on fait un peu à l'extrême limite. Il est 19h20, je vous rappelle. Juste un petit mot, Ouais. votre ami Mike Maignan, Ouais. la qualité des grands gardiens, c'est de ne rien avoir à faire pendant 1h30, sauf une action. Sur le but, il fait pas grand-chose. Et il nous a On sera aussi jamais d'accord gratifié de quelques relances directes à On sera l'adversaire. jamais d'accord. Donc c'est un bon gardien, mais ce n'est pas le grand gardien que vous nous vendez à chaque retransmission, Christian Palka. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et sur celui de France Bleu Nord. Que demandent les supporters lillois confirment qu'ils ont eu quand même assez chaud. Beaucoup de supporters qui ont la lucidité de reconnaître. Après, il y en a aussi qui disent qu'il ne faut pas non plus être trop alarmiste dans la mesure où Lille est encore deuxième. Bien sûr. Vrai aussi. Mais on est en droit de s'interroger sur le fait que Lille a eu un peu plus de mal contre les grosses équipes à Paris, contre Montpellier, même s'ils ont gagné, contre Lyon, contre Nice aussi. Donc contre les gros, Lille a eu un petit peu plus de mal. Ça n'empêche pas qu'ils restent deuxième au classement. On va pas être alarmistes, ils ont tenté un point. Il se trouve que je faisais un peu de rangement cet après-midi chez moi, c'est mon bureau, et je suis tombé sur, je sais pas ce qu'ils faisaient là, un journal du mois d'avril. Tu as dû voir la différence là. Ils étaient le 2 avril. Ils avaient 28 points. Ils avaient 28 points. Donc ils peuvent partir 4 mois en vacances. Là, ils ont 4 mois d'avance. En parlant de 3 vacances. points, Christian. Entre 28 et 31, il y a 3 points. Ils ont 4 mois d'avance. En parlant de vacances, il y On avait n'est pas en avril, là, je vous signale. Non, j'entends bien. 4 mois. Vous avez dit 4 points. 4 mois d'avance, d'accord. En parlant de vacances, il y avait un petit challenge interne là. Il y avait un deal entre Galtier et les joueurs. S'ils gagnaient 2 des 3 derniers matchs, ils avaient 2 jours en plus. Et là, c'est rudement mal barré, je crois. Non, parce que dans la mode des sports, il dit qu'il va gagner à Nîmes. À Nîmes, ça va être dur. Il reste Nîmes et un match contre Toulouse. Attendez, je voudrais revenir quand même, parce que je suppose que les supporters ont dû, sur les réseaux, ont dû en parler. Pénalty ou pas pénalty? Moi, pour que c'est clair, pour moi, il y a penalty, je l'ai revu plusieurs fois. Voilà, il est à peine, il est touché, mais enfin. Moi, je dis tout de suite. Je dis pas que Palo Touré a simulé, pas du tout. Il dort, mais enfin, il y avait vraiment pas une faute très forte qui justifie un penalty. Il se laisse tomber. Métanier, il se laisse tomber. Non, mais Métanier, il se laisse tomber. Métanier, il se laisse tomber. Quand il a vu qu'il passait pas, il s'est dit, je pense qu'il y a un truc qui est passé dans sa tête. Laisse-toi tomber. Et il s'est laissé tomber. Il a fait une très très grosse faute technique et tactique sur le ballon qui vient de la droite vers la gauche. Il venait de rentrer, lui. Il est chauffé, il sait ce qu'il doit faire dans les 16 mètres 50. Il est à quelques mètres, 10 mètres de son gardien. Il a beaucoup d'avance sur Ballo Touré. Au lieu d'aller au ballon et de le mettre en corner ou de le mettre en retrait, il attend que le ballon vienne sur lui. Et c'est là que Ballo Touré lui passe devant. Et le voyant passer devant,
Il fait pour moi, il n'y a pas pénalty, mais il y aurait pu en avoir un contre nous. Sur la note de ça, là, on voit déjà qu'on n'est pas d'accord entre nous. Et là, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas eu recours à la VAR. Parce que là, ça s'imposait. Jean-Marc, est-ce que justement le l'arbitre de la VAR, il n'a pas confirmé tout de suite dans l'oreillette de l'arbitre? Il paraît que oui. Messieurs, juste un tout petit mot. un petit mot. Hier dans le match River Plate Boca Junior, on a vu une chose qu'on voit jamais en France, c'est un coup franc indirect dans la surface de réparation. Et je me demande si une action aussi limite que cette faute sur Ballo-Touré n'aurait pas mérité en première mi-temps. C'est fini. Messieurs, c'est fini. C'est fini. Je vous rappelle que dans un quart d'heure, nous avons la revue du net, Maxime, avec trois informations. On parlera de Nicolas Pepe. On parlera de Nicolas Pepe, de Benjamin Pavard et puis d'un peu d'argent qui va rentrer dans les caisses de Valenciennes. Tribune sang et or, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Allez, on va passer au deuxième sujet. Alors, un tour de table. Maxime Lichtevoet, France 3 Nord-Pas-de-Calais. Benoît de Quevauvillers, Médiacité France Bleu Nord. Tony Giaquinto, ancien grand défenseur lillois, manager général du LOSC. Éphémère, et très éphémère, oui. Cédric Van Gotem, agent de joueur. Et Jean-Marc Devray, France 3 Nord-Pas-de-Calais. Alors, la deuxième thématique, c'est Lens. Lens qui fait le boulot, il se qualifie à Versailles, je veux dire, relativement facilement, même s'ils ont été quand même un petit peu accrochés. C'est Versailles qui ouvre la main, je crois. C'est Versailles qui marque en premier. Oui, c'est Versailles qui marque. Ça leur fait aboyer le soleil. Et ils reviennent au score, juste avant d'entrer à la mi-temps, ils reviennent au score. Après, ça a été mis en deuxième mi-temps. Les stats, Maxime. Ouais, une semaine revigorante pour les Lensois, puisque mardi, on le rappelle, ils ont mis fin à une spirale assez infernale en championnat. Ils avaient fait 5 matchs sans victoire, 3 défaites et 2 matchs nuls. Pour un prétendant à la montée, ça faisait quand même un peu tâche. Ils l'ont emporté 2-1 face à Brest. Brest qui est aussi un concurrent direct pour la montée, donc ça c'était vraiment un très bon résultat. Une victoire avec la manière. C'est quoi les pronostics ? On reviendra dessus en fin d'émission, mais effectivement il y a plusieurs personnes autour de la table qui avaient bien vu la victoire lensoise. On n'oubliera pas Tony à la fin de l'émission. Et puis samedi après-midi, comme vous l'avez dit, Christian, à Versailles, les 100 et or ont validé leur ticket pour les 32e de finale de la Coupe de France, 4-2 avec une équipe qui était quand même assez remanié entre des défenseurs blessés, je pense à Radovanovic dont la saison est terminée, 111, et puis des joueurs qui avaient été laissés au repos volontairement par Montagnier. Lens en championnat fait son retour sur le podium, et puis ils attendent leur adversaire qui connaîtront ce soir avec le tirage au sort de la Coupe de France. Voilà, alors la question c'est, parce que naturellement on parle du match de Coupe de France, mais n'oublions pas que le plus important, c'était quand même mardi, Brest. Alors, est-ce que Lens est reparti dans, j'ai employé un grand mot, mais dans sa marche en avant? Non. Quand on sort d'une période difficile... Vous n'avez pas vu votre ami Non, pas Eric. Eric Roy? Non, pas encore. Comment dire, quand on sort d'une période difficile, ils ont eu 4-5 matchs difficiles, et que tu en fais un surtout bon résultat contre Brest... Ah oui, une victoire. Oui, mais il n'y a pas mieux qu'une victoire. Non, si 2. Et plusieurs après. Mais après, il faut attendre toujours confirmation parce que le malade peut avoir un petit bond en avant, puis la maladie elle le reprend. Oui. Donc là, il faut attendre le prochain match. Mais c'est important parce que s'ils ne gagnaient pas contre Brest, les choses auraient été beaucoup plus compliquées. Ils étaient largués, le doute, etc. Au niveau du public, au niveau des dirigeants, au niveau de tout le monde. Dans le contenu, ça a été un très bon match quand même. Le résultat est très bien. Contre Brest, dans le contenu, ça a été un très bon match en première mi-temps. Dans le fond, et puis ils ont eu une forme de solidarité, notamment derrière, et de relative solidité. Ils prennent un but qu'à la 86e, je crois, à peu près, un but de Charbonnier, qui est le meilleur buteur du championnat, donc il n'y a pas trop de honte à ça. Donc non, je pense que vraiment, les Lensois ont fait un match assez plein. Ça faisait longtemps que dans le jeu, ils n'avaient pas été aussi solides. Moi, j'ai un peu le sentiment quand même qu'ils ont sauvé les meubles, parce qu'en cas de victoire de Brest, ça faisait 9 points sur les deux premiers. Ça aurait été quand même un écart. D'ailleurs, on a posé la question à Philippe Montagnier. Il a dit oui, c'est pour ça qu'on est quand même très content d'avoir gagné, parce que une défaite nous aurait mis dans une position terriblement compliquée. Moi, je trouve un peu quand même que Lens, en ce moment, est à réaction. Ils étaient impériaux lors du mois d'août et du mois de septembre, en enchaînant les victoires. Là, c'est tiré par les cheveux quand même. Et n'oubliez pas, Santons absent, Radovanovic out toute la saison, Sigomi, c'est un problème, c'est le seul attaquant. Est-ce qu'ils vont recruter au mercato? Ils ont besoin de se renforcer. Devant, c'est un peu faiblard. Derrière, c'est limite. Moi, je trouve que cette équipe
Et de plus en plus sur le fil du rasoir. Est-ce qu'ils vont pouvoir, à propos, on n'a pas parlé pour Lille, j'ai oublié d'en parler pour Lille, nos deux clubs passaient à la DNCG aujourd'hui, 4 heures Lens et normalement Lille c'était derrière, Lens ils n'auront pas de problème. Ils ont présenté un budget de 35 millions. Absolument pas de problème. Non, je pense que Lens n'aura pas de problème non plus. Voilà, donc ils vont pouvoir recruter un petit peu. Ça dépendra de la volonté. Moi, j'ai posé la question à Eric Roy avant le match contre Brest. Alors, il nous a dit que pour l'instant, la priorité, c'est plutôt de chercher de la stabilité. Parce que je rappelle que Lens a connu 36 mouvements de joueurs à l'intersaison. C'est énorme. 14 arrivées et donc 12 départs. Donc, il souhaite ne pas trop recruter. C'est-à-dire, ils seront bien obligés de le faire déjà pour remplacer Radovanovic. Donc, Eric Roy me dit carrément que le mercato sera actif. Alors, bien sûr, pas comme le mercato d'été, mais enfin, ils font des retouches quand même notables. Docteur Giaquinto, Radovanovic, c'est les croisés, hein. Voilà, ça c'est grave, c'est pour un joueur, c'est la blessure la plus grave. Vous les avez eu, vous? Non. Moi, j'ai eu que les ménisques, après les prothèses à 65 ans. Oui. Mais les croisés, non. Les croisés, non, j'en ai déjà eu assez. Ben, la saison est finie, quoi. Il reprendra dans 6 mois. Ah, la saison est finie. Ah oui. Ah ouais, ça fait. Il y en a un qui est revenu après 4 mois après l'opération. Il a le record. C'est Michael Landreau. Ah ouais, 4 mois et demi, c'est très rare. En général, en professionnel, c'est 6-7 mois. Grand professionnel. Oui. Michael Landreau. Il y en a qui. Il y a des gens qui l'aiment peut-être pas, mais. Il a pris des risques. Grand professionnel. Là où c'est cocasse, c'est qu'ils perdent Radovanovic sur cette blessure-là. Au moment où ils vont récupérer Duverne, qui l'a eu en juin avec l'équipe de France ou lors de la préparation, je sais plus. Mais voilà, ils perdent au même poste un joueur, là où ils vont en récupérer un. Donc on n'est pas sur du surplus par rapport à ce qui est prévu. Non. Et si Duverne retrouve le jeu qu'il avait il y a 2 saisons, lorsque le LOSC s'était intéressé à lui, on verra pas la différence entre Radovanovic. Oui, après il y a 2 saisons. Parce que l'année dernière, c'était beaucoup moins bon. En période de vœux, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Maxime Lectevoot. Beaucoup de réactions des supporters lensois sur les réseaux sociaux, notamment Pierre qui nous dit que pour Lens, il faut quand même attendre un peu et pas s'enflammer. C'est fragile, même si c'est prometteur avec des joueurs qui incarnent les valeurs du club. D'accord, mais ne pas. La question, vous êtes inquiet ou pas inquiet? Ne pas être inquiet, ça ne veut pas dire qu'on s'enflamme. Hein. Oui, totalement. Il y a aussi Jérôme qui nous dit attention, Lens est en voie de guérison. Alexis est plus optimiste. Lui nous dit que Lens est effectivement relancé. Et puis Romain qui est déjà porté vers le prochain match et qui dit que Lens va se déplacer à Clermont. Et attention, toujours difficile de gagner à Clermont. Et apparemment, Tony Giaquinto a l'air d'accord. Très difficile. En plus, ils ont un bon Uruguayen que je connais. Je serai là. Iglesias. Olio. Pas de mine. Jonathan, il ne paye pas de mine, mais un bon joueur de club. C'est jamais facile à Clermont-Ferrand. Enfin, vous n'êtes pas objectif. Dès qu'il y a un Uruguayen, il est bon. De toute façon, j'ai l'impression que c'est lui qui les meilleurs joueurs du monde, c'est les Uruguayens. Vous êtes agent des Uruguayens. Lui et Maxime, lui et Maxime, agent commercial. Lui et Maxime Lectevoot, même combat. Benoît, je sais que vous êtes qu'est-ce que je peux faire pour vos questions? Très introduit à Lens, vous voyez souvent des personnes, vous allez en voir bientôt encore. Est-ce que le PSE qui a évoqué Jean-François Soleri de la Voix du Nord dans son édito. Il a tout à fait raison, notre confrère. Est-ce qu'il va, comment je pourrais dire, est-ce qu'il va être effectif bientôt? Parce qu'on dit ça va se faire, mais c'est pas encore fait. Non, parce qu'il y a encore personne de licencié. Non, par contre, il y a des gens qui ont reçu des lettres, mais il y a un processus légal à respecter. Il faut que ce soit validé par l'inspection du travail, etc. On ne met pas en place 40 ou 36 suppressions de postes comme ça en claquant des doigts, heureusement. Et il faut que ça suive un processus. Mais pour avoir posé la question à un dirigeant la semaine dernière, ça devrait être effectif dans le courant du mois de janvier. Comment, selon vous, je sais bien que vous ne lisez pas dans les mares de café, mais vous avez des fois des intuitions, des bonnes intuitions des fois. Merci, M. Volker. Comment enregistre tout ça, Monsieur Joseph? Les résultats moins bons et puis le fait que c'est reparti. Alors, s'il y a quelqu'un qui allie pragmatisme, sérénité, comment dirais-je, et d'autres qualités, cet homme est un animal à sang-froid. On parle de Joseph Ougourlian. Joseph Ougourlian. Quand je dis un animal, c'est pas péjoratif, mais c'est quelqu'un c'est un financier, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui dirige des très grosses affaires, où il y a énormément d'argent en jeu. Il fonctionne pas à l'émotion. Même si je trouve qu'il s'est un petit peu déridé depuis son arrivée à Lens. Quand il est arrivé la première fois, on avait l'impression que c'était un personnage du musée Grévin qui sortait avec un beau costard
costard 3 pièces. Et aujourd'hui, de temps en temps, je trouve qu'il a des petits rictus de bonheur quand son équipe marque un but. Il vient avec ses enfants de temps en temps, qui sont charmants d'ailleurs, et qui portent une écharpe lance-moise autour du cou. Et lui, je trouve que Joseph Ogourlian s'est piqué au jeu. Mais comment ne pas se piquer au jeu? Il va plus dans les stade, tribunes des supporters. Voilà. Après, très honnêtement, c'est lui qui a actionné le bouton des économies. C'est lui qui a demandé au directeur général de mettre en place un plan, etc., etc. C'est le patron, c'est un vrai patron. Donc le PSE, c'est lui qui l'a activé. Voilà. Donc voilà, il joue un rôle de véritable financier à la tête du club et il ne se laissera pas griser. Lens qualifié pour le prochain tour. C'est Lens, Valenciennes, même Lille à ce niveau-là. La qualification pour la coupe, c'est bienvenu. On essaye de passer le tour d'après, quoi. On ne tire pas des plans sur la comète. Non, mais ça permet de faire jouer des jeunes, ça permet de faire jouer le gardien numéro 2, ça permet de reprendre début janvier tout de suite. Et puis d'enchaîner les matchs. Oui. C'est toujours mieux de garder un groupe sous pression. Sauf erreur de ma part, Lens n'était pas au rendez-vous des 32e de finale l'année dernière. J'ai regardé un peu sur les dernières années. Lens n'y était pas, donc tant mieux pour eux. Il y a Anthony sur les réseaux sociaux qui non, d'après mes relevés, ils ont été battus par les Herbiers en quart de finale. Ah non, j'étais en Uruguay quand j'ai appris ce résultat. On a été éliminé par les Herbiers en quart de finale. C'est Valenciennes qui était souvent éliminé. C'était une faute professionnelle. Valenciennes qui avait été éliminé à Évreux l'année dernière. Pour une équipe qui veut monter comme Lens veut et se doit, je pense pas que ce soit une bonne chose de courir de lièvre à la Comment se doit s'il monte pas, parce qu'on dit que s'il monte pas, ça pourrait mettre en péril la continuité du plan Joseph. Il y aura un autre plan. Il y aura un autre. C'est plus facile à dire qu'à trouver. Ce que vous voulez dire. Il y a beaucoup de clubs. Donc je trouve que jouer moi, à leur place, j'essaierai de passer le prochain tour. Déjà, ils vont le jouer début janvier. Et après, contre des équipes de division inférieure, ce serait quand même dommage de ne pas jouer les matchs à fond. S'il tombe contre une équipe de division inférieure, il peut très bien avoir un match de gala. Pour le prochain match, d'accord, mais je disais jusque maintenant, ils étaient quasiment... Je voudrais, c'est des petits tours. Avant de finir avec Lens, donc Lens a combien de points, rappelez-moi Lens, je l'avais pas... Alors attendez, non, j'ai pas le nombre de points, mais ils sont à égalité de points. Ils sont 3 points derrière Brest et à égalité de points avec Grenoble qui est juste derrière. Je crois qu'ils ont 32 points. 31, je pense. 31 de mémoire. Donc il reste 2 matchs avant la trêve. Oui, à Clermont et ils reçoivent Ajaccio. Ça va être 22. Le 22 aussi comme Lille. À 15h, Lens est à 15h, Lille est à 21h. Prendre à Nîmes, ça va être compliqué. Parce que Nîmes, c'est quand même... Pour Lille. C'est pour Lille. Vous parlez à Clermont. C'est pas très loin. Non, mais je fais les deux, c'est pour ça que je compte. La température. Je fais les deux. À Clermont, ça va être compliqué, mais c'est peut-être le bon club, le bon match pour regagner à l'extérieur. Clermont joue. Clermont joue chez Voilà. C'est une équipe joueuse. Donc ça peut aussi. Lens, ça peut être des difficultés. Il ne faudra pas faire les mêmes errements défensifs que contre Lorient. Je comprends pas d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs Clermont est si bon chez lui à domicile, parce qu'on dit toujours que, par exemple à Lens, il y a ce fameux public derrière. À Clermont, il n'y a jamais personne. Ils vont plus au rugby. Ils vont en rugby. À Clermont, dans le stade, il n'y a personne. Globalement, dans les stades de Ligue 2, mon cher Christian, il n'y a pas grand monde. Oui, mais... Par Lens, effectivement. Je ne sais pas si entre Valenciennes, Clermont, Grenoble, Béziers... Valenciennes, je crois que Valenciennes, avec 7000 spectateurs, il doit être la 3e ou 4e affluence de Ligue 2, ça situe. Voilà, le CQLB. Allez, on va changer de sujet. Dans un quart d'heure, Christian, ce sera l'heure du Pal Capite. Donc, de quel match va-t-on parler? Quel match on va faire un pronostic sur les 3 matchs. Clermont-Lens, c'est samedi à 15h. Nîmes-Lille, c'est dimanche à 15h. Et lundi, c'est le gros match en Ligue 2. Valenciennes reçoit Metz, c'est à 20h45. On va faire le pronostic là-dessus. Allez, on passe au troisième sujet, c'est-à-dire... Faut pas m'oublier, Christian, la revue du net. Ça arrive une semaine sur 2 à peu près. Maxime, on le connaît. On connaît Christian Palka, c'est un vieux renard. Je suis sûr qu'il le fait exprès. Non, il est marqué. Il est marqué. Ne pas oublier. En plus, il est marqué ne pas oublier, Maxime. Voilà. Donc c'est raté. 3 sujets. J'ai compris qu'on allait parler de Nicolas Pepe. On commence par... Et il va nous dire après que vous êtes le Christian Palka de France 3. Il va nous le dire. Il nous le dit à chaque émission.
Finalement, je suis de moins en moins d'accord. On commence la revue du net avec un message de Nicolas Pépé sur Instagram et ça fait écho à quelque chose dont on a parlé tout à l'heure à propos de Lille. Il a publié un petit texte à destination des supporters du LOSC, je le cite: le 12e homme est très important pour nous. Il ne faut pas oublier la saison passée. Nous sommes 2e du championnat et il y a encore des sifflets dans le stade. Donc voilà, c'est ce que déplore Nicolas Pépé, un petit peu énervé le buteur lillois, puisque hier, on en a parlé tout à l'heure, les DVE ont décidé de faire grève des encouragements, donc notamment parce qu'on leur a interdit d'entrer dans le stade avec du matériel, notamment des drapeaux et à mon avis des caisses pour faire du bruit. C'est notamment dû, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, à une sorte de sanction à la suite de fumigènes qui ont été craqués contre Lyon. Voilà, quelques sifflets sont descendus des tribunes pendant le match parce que la performance des Lillois n'était pas à la hauteur. Ça fait beaucoup pour Nicolas Pépé qui s'est plaint. Il parle pas de nous, que je regrette pour mes amis journalistes, mais je m'arrête pas. Nous, on est quantité négligeable, mon cher Christian. Il n'y a pas un mot de ce point. Sur Instagram, il y a des limites. Sur les réseaux sociaux, souvent, il y a des limites de caractère, donc il parle aux supporters, peut-être, et il n'y a pas. Il a raison. Le plus important, c'est de parler à ses supporters. Bravo, Nicolas Pépé. On continue la revue des réseaux sociaux avec des nouvelles de Benjamin Pavard. Alors, je vous en avais parlé la semaine dernière. Après une rare victoire de son club Stuttgart en Bundesliga, je vais peut-être porter un peu la poisse puisque Benjamin Pavard, hier soir, nous a gratifié d'un but contre son camp et en même temps, il s'est blessé. Sur la même action, il a marqué contre son camp et ça a fait une sorte d'élongation à la jambe droite. La totale. Donc forcément, il a été pas mal moqué sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous connaissez cette page Facebook et Twitter, la Fédération française de la loose, qui a totalement profité de ce beau raté de Benjamin Pavard, qui a laissé ses coéquipiers à 9 puisqu'ils avaient un expulsé et plus de changement en fin de match. Stuttgart qui s'est incliné 3-0 à domicile et qui pointe à la 15e place du classement, toujours en danger Benjamin Pavard. La 15e place du classement en Bundesliga, les synonymes de barrage puisque c'est un championnat avec seulement 18 équipes. Et puis on termine cette revue de presse des réseaux sociaux avec un chiffre. Alors messieurs, petit quiz très rapide. Est-ce que vous savez à quoi je fais référence? Ça parle de Valenciennes, petit indice. Si je vous dis 186 000 euros. 186 000 euros, c'est un salaire c'est de l'argent de récupérer sur un transfert d'un ancien joueur, non? C'est de l'argent récupéré, mais pas sur le transfert d'un ancien joueur, mais on s'en rapproche. Cédric Van Goten, c'est une somme qui va faire du bien aux finances de VA, qui vont toucher 186 000 euros de la FIFA, qui redistribue les bénéfices du mondial 2018. Voilà, en fonction un certain montant est reversé par joueur international que vous avez dans vos effectifs et le nombre de jours qu'ils ont fait dans la compétition. Voilà, en France, il y a 24 clubs qui vont se partager 13,5 millions d'euros. Lille va aussi toucher de l'argent. Lens, par contre, c'est zéro. Pourquoi? Paris, beaucoup. Pas d'internationaux. Paris, beaucoup. Les Valenciennois vont toucher cet argent et c'est ça qui est assez, qui prête à sourire, c'est qu'ils vont toucher cet argent grâce à Saliou 6, parti du club depuis. C'est le Sénégalais qui avait été blessé pendant le mondial. Exactement. Mais qui avait participé à une belle campagne de qualification du Sénégal. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il est plus à Valenciennes et il n'a pas fait un match de Coupe du Monde parce qu'il était blessé. Vous remarquerez que dès qu'on parle d'argent, c'est l'agent de joueur. Mais c'est un métier, ça, monsieur. Il a des dollars dans les yeux et bim. C'est un métier, monsieur. Bravo, monsieur Van Goten. On va passer. Il réagit vite. Tribune VAFC, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Le troisième thème, on y arrive. J'ai lancé un petit peu avant, mais on y arrive. Alors, le tour de table. Maxime Lichtevoet, France 3 Nord-Pas-de-Calais. Benoît de Couvouvillé, Médiacité, France Bleu Nord. Tony Giaquinto, ancien joueur. On répète toujours le même parce que vous savez qu'il y a des gens qui arrivent comme ça. Ils n'étaient pas là tout à l'heure. Ancien joueur et directeur sportif du LOSC. Cédric Van Goten, agent de joueur. Benoît vient de le dire. Et mon confrère, le Palka de France 3 Nord-Pas-de-Calais, Jean-Marc Devray. Voilà. Alors, le troisième thème, Valenciennes. Alors, Valenciennes, qualifiée 6-3. Quand vous voyez le score, vous pouvez penser que ils se sont qualifiés facilement. Pas du tout. Ouais, un triomphe peu glorieux, on va dire, sur le papier, parce que Valenciennes a mené 3-0 très rapidement dans le match après seulement 20 minutes de jeu. Et puis leurs adversaires sont revenus à 3-3 et les nordistes ont dû donc se coltiner 30 minutes de prolongation. Ça peut compter, 30 minutes de prolongation en termes de fatigue pour une équipe. Ils ont quand même inscrit 3 buts en prolongation, donc pour l'emporter 6-3. Les buteurs valenciennois, un doublé pour Priva. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, Sloan Priva. Même chose pour Romil. Et des buts de Ribeiro Costa et Dos Santos. Voilà un match pas totalement convaincant qui fait suite à une défaite en championnat. Mardi, les Valenciennois se sont inclinés à Niort en ayant raté un penalty et en encaissant un but sur penalty également. Alors messieurs, je voudrais une réponse de chacun sa réponse sur. Moi je me demande comment, quand on mène
3-0. Avec une équipe de division inférieure, on peut se faire rattraper. On peut se faire rattraper. J'arrive pas à comprendre. Jean-Marc Devray, vous vouliez parler? Certainement parce qu'on tombe dans la facilité puisqu'il dominait la rencontre. La deuxième raison aussi, c'est quand même il y avait un turnover quand même assez important. Oui. Beaucoup de titulaires étaient laissés. Cantari, Robaille, vraiment pas des moindres. Et des joueurs qui rentraient comme Sloan Priva, qui n'est pas joué depuis longtemps, qui rentre, qui fait Il a joué 120 minutes. Voilà, qui a joué 120 minutes, qui réussit à doubler. Joris Robil, qui lui n'est pas un jeune, n'est pas un vieux, au contraire un jeune, qui aussi plante un doublé. Donc il y a quand même des effets positifs. Alors pourquoi est-ce qu'il se faut reprendre? Certainement par je ne sais pas de la suffisance, mais quand on domine un match et qu'on mène largement, effectivement, on a tendance à se relâcher. Vous pouvez le dire, Jean-Marc, c'est de la suffisance. Hein. Quand vous menez 3-0 à 30 minutes de jeu et que vous laissez une équipe nettement inférieure vous revenir à 3-3, c'est qu'à un moment donné, vous dites, on a fait le job, on passe à autre chose et... C'est une drôle d'attitude, notamment de la part des joueurs qui jouent pas souvent, parce que c'est là qu'il faut gagner des points, c'est là qu'il faut gagner le place de titulaire. Et ils sont dans la gestion de match. Ça renforce ce qu'on a dit il y a quelques semaines quand on évoquait la défense catastrophique de Valenciennes, où on disait que à ce moment-là, Cantari ne jouait pas, c'est que il est là. Ils prennent pas beaucoup de buts, il n'est pas là, ils en prennent un peu beaucoup plus. Hein. Par contre, moi, pour Valenciennes, je pensais qu'il avait même quitté le club. Priva, je comprends pas. Il marquait des buts à Sochaux, il marquait des buts à Guingamp. L'année passée, on l'a marqué. Il s'est blessé aussi un peu, il me semble. Et moi, je l'ai. Il y a Robaille et Mauricio qui ont pris les. Parce que si Priva revient dans le circuit, c'est quelqu'un qui peut marquer une douzaine de buts en deuxième livre. Moi, chaque fois que je. Il y a un truc que je fais très attention. Ils ont marqué. Cédric, je sais bien. Pourquoi tu fais la moue? Je parle là. Donc, Cédric. Moi, il y a un truc que je fais très attention. Je fais un peu comme Vahid Halilhodžić. C'est pas la même coiffure. Le poids des joueurs. Et excusez-moi, j'ai pas vu beaucoup, parce qu'ils jouent pas, mais j'ai quand même vu de près. Johan Priva, il me paraît un peu légèrement enveloppé. Non, mais ça, il n'y a pas un poids d'athlète en pleine forme. Il n'est pas en pleine forme, mais quand Benoît dit il y a peut-être des joueurs qui auraient dû saisir leur chance hier, mais ils sont peut-être aussi, eux, parce qu'ils jouent pas souvent, à court de forme. Et ça, plus un peu de suffisance. Il y a le petit comment c'est le petit milieu de terrain et plus l'autre petit jeune, comment c'est le petit jeune le numéro 33 dont j'ai oublié le nom, je l'appelle toujours comme ça. Harib. Et plus la magie de la coupe. Je vais vous raconter une anecdote. Je vous l'ai dit en début d'émission que j'avais vu des joueurs d'avion après leur match de Coupe de France. Et il y a deux joueurs qui me disaient, est-ce que tu as vu le numéro 10 du Red Star? Red Star, équipe de Ligue 2, en grande difficulté. Pas parti. Il me dit, le gars qui l'avait au marquage, donc il l'a marqué tout au long du match. Il me dit, mais non, il avait un ventre, il avait un bide. Pour un joueur professionnel, il dit, j'ai jamais vu ça. Alors techniquement, le gars, il est à l'aise, bien plus fort que les avionnés, mais sauf que peut-être qu'ils ont rabé pendant 89 minutes pour marquer, parce que les gars, physiquement, ils sont pas sérieux, ils sont pas prêts. Et j'ai discuté avec Farouk après le match, il m'a dit, avec son accent, gros problème Red Star, gros problème de vestiaire, et on rêve de faire partir 4-5 joueurs au mercato et recruter. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas au taquet et sérieux, vous passez à la trappe. Pourtant, ils avaient un entraîneur, il est toujours invité dans une grande chaîne de télévision sportive, et il avait toujours la science infuse, et puis je comprends pas, moi. Qui vous parlez, vous? Du Red Star. Ah oui. Après, ils ont pris Chantôme et Douchel, ça fait rêver aussi. Sur les réseaux sociaux, on a pas mal de réactions des supporters valenciennois, puis on a notamment Anthony qui nous dit le pire, c'est Réginald Drey qui, après le match, parle de son équipe en disant qu'elle a eu un petit coup de mou. Anthony qui est pas du tout d'accord avec, dit qu'en tout cas, quand il y a 3 divisions d'écart, on n'a pas le droit d'avoir un coup de mou et de prendre 3 buts. On est assez d'accord pour dire qu'Anthony a raison, on est plutôt du même avis. Pas se faire rattraper à 3-3. Non, mais tu te mets en danger. Oui, mais moi, je pense que Priva, même avec. On peut pas les accabler, ils sont qualifiés. Je pense que Priva est capable de marquer des buts dans le jeu aérien, par exemple. Il est quand même. Il est bon. Oui, non, mais on peut pas les accabler. On peut remarquer que c'est pas normal, mais c'est pas. Ils sont qualifiés. Ils auraient pu en prendre 1, à 2 c'est limite, à 3 bon. Mais après ils en ont remis 3. Faut aussi. S'ils avaient été éliminés, alors là c'était notre paire de manches. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de questions et même si on va dévier un peu du côté sportif pour parler à ce qu'il y a en dehors, les internautes se demandent des confirmations sur l'information qui a notamment été relayée par La Voix du Nord aujourd'hui.
le rachat a priori de VA n'aurait jamais été aussi imminent. Donc on a beaucoup de supporters qui nous parlent de ça, Anthony, Stéphane, le Benoît. groupe de supporters Ningesfer qui demande si c'est une info ou plutôt de l'intox. Est-ce qu'on a des informations? Alors c'est très simple. À Valenciennes, il y a eu une première proposition de Patrick Partouche à laquelle Eddy Zdeek n'a jamais répondu. Ensuite, il y a eu une proposition... Même pas par la négative. Donc Rien, n'a pas répondu, ignorance silence totale. complet. D'accord. Ensuite, il y a eu une proposition d'une entreprise espagnole à laquelle Eddy Zdeek n'a pas répondu, silence complet, alors que les gens voulaient venir visiter le club, on leur a pas répondu. Et là, il y a une proposition, il y a une offre concrète d'une société qui s'appelle 3i Sport Event, qui est une société suisse, qui a fait une offre concrète aux environs de 8 millions d'euros pour racheter 68% des parts de Monsieur Zdiek dans la holding. Il faut savoir qu'à Valenciennes, il y a la structure sportive, le club, et au-dessus, il y a une holding qui détient le club. Monsieur Zdiek en a 71%, et il garderait un petit pourcentage, mais il y a effectivement une offre concrète qui a été faite. Monsieur Zdiek a jusqu'à demain soir, je crois, Alors, Monsieur Zdiek pour y répondre. a 71% de la holding, donc il reste 29%. Voilà, Jean-Raymond Legrand, tout ça non, Jean-Raymond est actionnaire du club, pas de la holding. Ah, d'accord. Dans la holding, il y a un monsieur qui détient tous les McDo de Valenciennes, Ah il oui, y a oui, un autre monsieur, voilà, etc. Sachant quand même qu'il y a un élément hyper important, c'est que monsieur Partouche, étant actionnaire minoritaire de la holding, en tout état de cause, il a une situation préférentielle. Ça veut dire qu'en tout état de cause, même s'il y a une offre d'une autre entreprise et que lui décide à un moment donné de passer au-dessus de l'offre, il est prioritaire À condition de racheter le club, surenchérir. à condition de s'aligner bien évidemment sur la Et c'est proposition pour ça qui a été faite. Mais non, bon, c'est simple alors. C'est pour ça que Zdiek, il veut pas lâcher les rênes tout de suite. Il essaye de faire monter là. Et la preuve, elle a monté l'offre. Elle est passée à 8 millions. Il va faire une belle affaire, notre ami Eddy Zdiek. Oui, alors il n'aurait pas 8 millions parce qu'il a d'autres Oui, je sais, actionnaires. j'ai compris. Lui, il en récupérerait 3 ou 4. Voilà, non, mais ce qui serait pas tout à fait à la hauteur de ce je qu'il a trouve, à la lumière de tous les chiffres que vous venez de donner, je trouve qu'il se débrouille pas si mal que ça. On a tous dit ici, il n'y a pas très longtemps, plusieurs personnes ont dit, ici et à l'extérieur, Valenciennes ne vaut rien. Moi, pour un club qui vaut rien, il s'est fait remonter. Moi, j'ai du mal à croire que des grands groupes étrangers puissent s'intéresser à un club comme VAFC. Il y a des bonnes structures. Mais écoute, des bonnes structures. Qu'est-ce qu'il a, ce Un club bon centre de formation, Mais des bonnes tous structures. les clubs ont ça, Mais- Christian. Non, pas tous les clubs. Dis-moi, Alors, moi je crois attendez. que le salut de Valenciennes ne peut passer que par une solidarité, je dirais, locale, régionale. Je ne vois pas comment des Brésiliens, ils ne savent même pas où ça se trouve, Valenciennes. Suisses. Ils le savent C'est pourquoi des Parce Suisses. qu'il y a Toyota. Christian, Sinon, ils ne savent pas où ça se trouve. Christian, Anthony, juste un Mais petit les mot. Suisses non plus. Juste un petit mot quand même, la société 3 Sport Event a essayé de racheter l'Estac, le club de Troyes, et ça ne supporters en s'était- parlaient sur les réseaux ça ne sociaux tout à l'heure. s'était pas Et ça fait. s'est pas fait. Pourquoi ça s'était pas fait? Parce que les dirigeants de Troyes n'avaient jamais Marini. pu avoir de garantie Ah oui. sur la Donc- capacité financière de cette Donc pour moi, entreprise. c'est Et du sur la bluff que liquidité. des entreprises étrangères viennent. Tony, Moi, j'y crois pas. Tony, on On achète. verra l'avenir nous. Rapidement, Cédric, On n'achète pas un club pour ce qu'il est aujourd'hui, parce que s'il marche bien, il n'est pas en Bah oui. vente. On achète un club pour ce qu'on peut en faire dans les mois et les années qui viennent. Elle est Bah, là, Moi, je crois que si on n'est pas dans le cœur du problème valenciennois, on ne peut pas savoir ce qui ne va pas et comment il Ouais, revient. mais les c'est mon avis Qataris, ils personnel. n'étaient pas. Bah, Footballistique, en tous les cas, affaire à suivre. C'est une affaire qui va verra. peut-être se régler, peut-être avant la fin de l'année, ou alors. Mais je ne crois pas aux 8 millions et tout. ça. Non, il faut repasser Bah, devant la DNCG et tout, c'est compliqué. On en reparlera. Donc voilà. Dernier mot sur Valenciennes, très court, pour Ouais. rassurer Xavier sur les réseaux sociaux, qui nous a encore fait remarquer qu'il manque le maillot de Valenciennes au mur du Bah oui. studio. Oui. Alors, on l'a demandé à François Launay, qui n'est pas là ce Oui. soir, et qui éventuellement nous le ramènera pour l'instant. Donc, on a toujours le maillot de Lille et le maillot de Lens. Et puis, On on va passer- demander à notre. Vous pourriez prendre votre petite voiture et Non. aller à Valenciennes chercher un maillot de On va Valenciennes demander- quand même, on va Maxime. demander à Non. notre confrère Vous Richard- aussi, Christian. Richard Gott. Ouais. Lui, il va nous procurer Il n'y a ça. pas un match en fin de semaine à Valenciennes? Si, non, on l'a Lundi dit. prochain. Lundi. À Metz. Il peut y avoir quelqu'un Metz. de chez vous qui demande et qui prépare le petit sachet. D'accord. Et comme ça, voilà. On vous écoute. On donne Tony rendez-vous Jacquito. la semaine d'après avec le maillot de Vous Valenciennes. voulez m'écrire une Derrière chose, vous allez me dire Non, ce je que peux vous allez vous conduire. faire. Le Palcapif. Le Palcapif, les pronostics pour les matchs à venir, et avant un petit retour vers les matchs de la semaine dernière pour vérifier qui avait vu bon,
qui n'avait pas vu bon. Et, avec le général aussi. Hein. Ouais, avec le classement général. Alors le classement général n'est pas vraiment à votre avantage, Christian. Par contre, les résultats des pronostics de mardi dernier sont totalement à votre avantage, puisque vous avez eu deux bons pronos. Vous étiez le seul. Hein, vous aviez pronostiqué la victoire de Lens et la défaite de Valenciennes, qui ont eu lieu. Ah, désolé, Tony, je vous vois faire tututu, mais vous, comme moi, on avait vu la victoire de Lens, mais on n'avait pas vu les résultats de Valenciennes et de Lille. Et Valenciennes, j'avais pas dû perdu? Non, vous aviez dit nul. Non, changez pas. Mal entendu. Attendez, je tiens à dire que nous sommes témoins. Et au général, alors j'ai rappelé le général. Au classement général. Je suis un combattant. Je joue sur la longueur. Eh ben, il va falloir continuer à se battre jusqu'à la fin de la saison dans ces cas-là. Benoît est toujours en tête du classement général, juste devant Jean-Marc. Un petit trou ensuite s'est fait vis-à-vis de Tony et Cédric. Bah oui, mais on vient pas toutes les semaines. Oui, non, c'est vrai, il faudra faire un calcul au prorata. Vous venez déjà très souvent, messieurs. Pendant la trêve, on travaillera à faire un classement au prorata. Celui qui fait la règle, il s'approprie. Bien sûr. Le taux de présence ne présage en rien du résultat, puisque Christian est là tout le temps et avant-dernier, et moi je suis dernier. Mais comme il sait recevoir, il se met pas en avant. J'ai aucune honte à le dire, je suis dernier. Mais quand on est dernier, on peut que progresser. Saluez Maxime. On peut que progresser quand on est Là-dessus, dernier. il prend pas exemple sur vous, ça c'est clair. C'est surprenant qu'il soit premier quand même. Bien sûr. On va y aller. Alors, on a un peu de temps. On va aller en argumentant un tout petit peu. Vous commencez pour les prochains matchs. Oui. Valenciennes, Metz, Clermont-Lens, Nîmes, Lille. Je vais quand même juste dire un petit mot puisque Christian Palcotte dit qu'on a un peu de temps. Je voudrais sur les résultats de la Coupe de France, je voudrais absolument féliciter l'équipe de Saint-Quentin et l'équipe de Longo qui est le petit poussé de cette Coupe de France, parce que je vous rappelle messieurs que c'est la région des Hauts-de-France. Je m'en fous de la région. Et qu'à un moment donné, mon cher Christian, il faut vivre dans l'espace géopolitique de son temps. Pas du tout, et aujourd'hui, France Bleu Picardie. Vous êtes, c'est pas France Bleu qui décide des régions. Je félicite Gravelines. Oui, et bien félicitons quand même Saint-Quentin. Croix et Gravelines. Et Saint-Omer qui n'a pas pu jouer à Bastia. C'est pas parce que vous pas parce qu'il y a des gens qui ont décidé. Parce que vous aviez une admiration sans borne. Je pense qu'on n'aura pas de classement la semaine prochaine. La région n'est pas étendue au Pas-de-Calais à l'ouest. Du football, messieurs, le coup de sifflet a retenti. Benoît, on va repartir sur les pronostics. Valenciennes, Metz, Clermont-Lens, Nîmes, Lille. Jamais. Alors, victoire de Metz. Metz, d'accord. Ensuite, Clermont-Lens. Match nul. Ok. Et Nîmes-Lille. Compliqué. Victoire de Nîmes. Plutôt pessimiste pour les clubs de Haute-France. Allez, Jean-Marc pour continuer. Alors, Nîmes-Lille, je vais dire Nîmes, parce que c'est l'équipe très difficile à prendre sur son terrain. Clermont-Lens, allez, je prends un petit risque en pronostiquant Lens, qui me semble bien reparti, mais effectivement, il faut confirmer. Et puis Valenciennes-Metz, je pense que la marche est un peu haute, Metz. Metz qui est largement leader quand même du classement, effectivement. Cédric Van Goten, vos pronostics pour remonter au classement. Nîmes-Lille, match nul. Clermont-Lens, match nul. Et Valenciennes-Metz, Metz. Alors, comme moi je suis en retard. Allez-y. Non, Tony, ce sera après, comme vous voulez. Non, mais je voulais laisser finir, vous êtes le plus. Voilà. Allez-y, Christian. le plus vieux. Comme je suis en retard et qu'il faut que je prenne des risques, je vais faire quelque chose de. Le problème, c'est que vous preniez des risques au tout début de la saison et c'est pour ça aussi que peut-être que vous êtes voilà. Mais je suis un joueur. Alors, 2 matchs nuls, moi. Le match nul de Valenciennes face à Metz. Ça c'est un grand risque. Je vais dire le match nul de Lille à Nîmes. D'accord. Et victoire de Lens à Clermont. Ok, c'est bien noté. Tony, vu qu'apparemment vous êtes destiné pour terminer, je vais faire mes pronostics. Donc pour moi, ce sera. Est-ce que quelqu'un a déjà dit victoire? Non, personne n'a pronostiqué la victoire de Valenciennes, donc je vais le faire. Vous jouez en fonction de pronostic, vous? Non, mais c'est pour être un peu différent. Vous jouez la grosse cote. Ou alors je la grosse cote. C'est pour être sûr de rester dernier. C'est la lanterne rouge, c'est comme au Tour de France. On fait toujours attention avec les lanternes rouges. Et une prime. Prononcez pas le Tour de France devant Christian Palka, ça va durer 20 minutes. J'ai pronostiqué la victoire de Lens à Clermont et puis Nîmes-Lille, match nul également. Ça va être un match assez accroché avec un très bon Denis Bouanga à Nîmes, ancien attaquant du Tour FC, chez moi. Voilà, messieurs, il n'y a pas fait. Moi, je donne une victoire de Valenciennes qui donnera un coup de main à Lens. Ouais, mais pas Lens va gagner à Clermont, 0-1. Comme moi. Et Lille... match nul.
Lille va perdre parce que Lille n'a jamais réussi à. Moi, une fois, j'en ai pris 5 à. Il y a À 50 Nîmes. ans, bah, attendez, on en peut Et plus. donc, n'a jamais réussi à Nîmes. Donc, N'importe quoi. Allez, Nîmes 1-0 pour Nîmes. écoutez, il est 19h57, cette émission est terminée. Alors, messieurs, Maxime Lictevou de France 3, merci. Merci, mon cher Benoît de Quevauvillers, Médiacité. Merci, mon cher Tony. Je vous Merci, l'aime bien, vous Christian, savez, de on se nous connaît depuis longtemps. avoir Je invités. vous l'aime bien, merci, Tony. Merci, Cédric Van Goten. Merci à vous. Agent de joueur. Et puis merci, mon cher collègue, C'était avec plaisir. Jean-Marc Devray de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Et je trouve que tu progresses au niveau du foot toutes les semaines. Merci, tu es gentil. Progresses. Tu partais de loin. Daniel, donc j'ai tu joué pouvais- un match un jour avec Daniel Leclerc, il m'a dit, j'étais à côté de lui, il m'a dit touche à rien. Ah Touche à ouais, rien. Daniel, c'est un connaisseur. Bonne soirée à tous, merci beaucoup.